Les 5 filles se tenaient alignées, silencieuses et tristes, une maigre offrande pour la dette que leur père ne pouvait payer. Jedediah le cow-boy n'était pas un monstre, juste un homme venu récupérer son dû, un papier signé. Il voulait du bétail ou de l'argent, pas le spectacle déchirant d'un homme vendant sa propre chair. Il observa la rangée de jeunes filles, pâles et tremblantes, les yeux rivés sur la terre craquelée, honteuses. Toutes, sauf une. La 6e fille, plus grande et plus robuste que les autres, à la peau couleur de terre riche, ne sciait pas. Elle soutenait son regard, non pas avec peur, mais avec un mépris pur et entier. À cet instant, le choix ne concernait plus la dette du fermier. Il pouvait prendre une des filles soumises et brisées et repartir. La transaction serait simple et nette, ou bien il pouvait prendre la seule qui le regardait, non pas comme un maître, mais comme un homme qui, un jour, paierait ses propres dettes. Le fermier se mit à pleurer. Jedediah désigna du doigt. « Je prends la grosse noire. » La brutalité des mots vida l'air de la cour de ferme poussiéreuse. Les sœurs d'Anna refusèrent de la regarder, leurs épaules voûtées dans un soulagement partagé, silencieux, une trahison plus coupante qu'un couteau. Son père, le visage masqué d'un chagrin affecté, ne croisa pas non plus son regard. Il tendit juste une main tremblante dans laquelle Jedediah déposa une seule pièce lourde. Le cliquetis contre la paume de son père sonna comme une porte de cage qui se referme. Il n'y eut pas de discussion, pas de marchandage pour son petit sac d'affaires. Jedediah fit simplement un signe de tête vers le chariot qui attendait, son regard la parcourant comme s'il mesurait la valeur de sa nouvelle acquisition. Le mépris d'Anna se durcit en une froide, dense résolution. Elle ne pleurerait pas, elle ne supplierait pas. Elle marcherait, c'est tout. Elle tourna le dos à la seule maison qu'elle ait jamais connue et ne regarda pas en arrière. Le voyage fut une épreuve de silence. Pendant 2 jours, les seuls sons furent les plaintes gémissantes des roues du chariot et le vent plat et indifférent balayant les plaines. Jedediah ne parla pas. Il menait les chevaux avec une efficacité tranquille et brutale, ses yeux scrutant constamment l'horizon, tout son être une étude de force contenue. Anna était assise à côté de lui, chaque muscle de son corps tendu, son regard fixé droit devant. Le silence n'était pas vide. C'était un poids physique, un mur entre eux qu'il avait construit par son choix, et elle se contentait de le laisser en place. Elle observa la façon dont il tenait les rênes, la manière dont ses mains, cicatrisées et capables, semblaient connaître les pensées des chevaux avant eux. C'était un homme compétent. Elle devait bien lui accorder cela, mais la compétence sans gentillesse n'était qu'une autre forme de cruauté. Au 3e matin, le rythme implacable fut brisé par un craquement sec et violent. Le chariot tressaillit, penchant dangereusement sur le côté. Une roue cassée. Jedediah était à terre avant que la poussière ne retombe, ses mouvements économiques, son visage un masque d'évaluation froide. Il étudia les cieux brisés, un problème qu'il comprenait, un problème qu'il pouvait résoudre avec du temps et des efforts. Anna l'observa un instant, puis descendit du chariot. Elle ignora son regard vif et interrogateur. Elle passa devant lui, ses yeux balayant le paysage, et trouva ce qu'elle cherchait. Une bûche solide et une pierre de rivière plate et lourde à une centaine de mètres. Elle ne demanda pas la permission. Elle n'expliqua rien. Elle se mit simplement au travail, son corps un outil qu'elle avait appris à utiliser au cours d'une vie de labeur ingrat, positionnant la pierre, allant chercher la bûche. Jedediah s'arrêta, son marteau à la main, et la regarda simplement. Il vit la physique pure et pratique de son idée, la force brute qu'elle utilisait pour faire rouler la bûche en position de levier. Ce n'était pas seulement de la force brute, c'était de l'intelligence, c'était de la compétence. Sans un mot, il s'approcha pour aider et pendant 10 minutes, ils travaillèrent dans un rythme parfaitement synchronisé et silencieux, 2 corps, résolvant un problème unique et concret. Lorsque le chariot fut soulevé, la roue cassée remplacée, il ne dit rien. Il hocha simplement la tête une fois, un geste de reconnaissance à contre-cœur, et ils remontèrent sur le chariot. Le mur de silence était toujours là, mais maintenant, il y avait une unique fissure capillaire. Ils arrivèrent à son ranch alors que le soleil commençait à saigner à l'horizon. Le cœur d'Anna, une chose qu'elle avait gardée si farouchement, se serra. Ce n'était pas une ferme prospère, c'était une cicatrice sur la terre. La cabane était une structure maigre, squelettique, les clôtures une ligne de dents brisée contre le ciel. Un seul peuplier balayé par le vent se tenait à côté d'un puits, ses branches griffant le crépuscule. C'était une forteresse blessée, un endroit qu'un homme construisait non pas pour vivre, mais pour disparaître. Jedediah arrêta le chariot, le silence de la vallée se précipitant à leur rencontre. Il descendit et la regarda enfin,
son visage illisible dans la lumière mourante. « C'est votre monde maintenant, dit-il, sa voix plate, dépouillée de toute émotion. Votre liberté se gagne, elle ne se donne pas. » Il laissa les mots s'installer dans l'air froid entre eux, une marque finale et impitoyable. Travailler ou mourir de faim. Le premier signe de la nouvelle menace fut le silence. Les poulets, d'ordinaire une cacophonie de bavardages matinaux, étaient absolument silencieux. Jedediah le vit dès qu'il sortit de la cabane, un unique amas de plumes sanglants près du poulailler. Il suivit les traces, les grandes empreintes de pattes d'un loup, et son visage se plia dans les lignes dures et familières d'un homme face à un problème qu'il pouvait résoudre avec une balle. Il passa la matinée à nettoyer son fusil, le raclement métallique rythmique de la baguette de nettoyage, un son d'efficacité brutale et imminente. Anna l'observait depuis le porche, où elle réparait un harnais. Elle sentait la sombre satisfaction émaner de lui, le simple confort d'une confrontation directe. Elle avait écouté les hurlements de la meute la nuit précédente, non pas un seul chasseur, mais une famille, leur voix résonnant sur les parois du canyon. Une chasse directe était une folie. Elle attendit qu'il ait terminé, que le fusil soit remonté et posé contre le mur. « Si vous chassez le seul, les 5 autres seront sur le troupeau avant votre retour, » dit-elle, sa voix égale, non pas un défi mais une constatation. Il se tourna, ses yeux plissés, prêt à la renvoyer. « Il y a un ravin au nord du ruisseau, » continua-t-elle, sans jamais lever les yeux de son travail. « Il se rétrécit en un goulet d'étranglement. Il l'utilise, on le voit aux traces. Il ne dit rien, mais il ne partit pas. Elle avait son attention. « Vous n'avez pas besoin d'un fusil, vous avez besoin d'un éboulement. » Il resta là un long moment, tournant la géométrie de ses mots dans son esprit, voyant la carte du terrain qu'elle avait tracée dans l'air. Un fusil était un outil, la terre elle-même était une arme. Sans un mot, il se tourna, attrapa une lourde masse et une pelle et se dirigea vers le ravin. Elle n'avait pas demandé, elle lui avait simplement montré une image plus claire. Cette nuit-là, une seule avalanche de roches et de terre, soigneusement orchestrée, scella le ravin, et les hurlements cessèrent. Tandis qu'il se tenait au-dessus des corps des loups piégés, Jedediah la regarda, et pour la première fois, son regard n'était pas celui d'un propriétaire inspectant un bien, mais d'un stratège évaluant un égal. La dynamique entre eux, autrefois aussi claire qu'une ligne tracée dans la poussière, commençait à se brouiller. Une semaine plus tard, le bruit des cavaliers annonça un autre genre de prédateur. Marcus Thorne arriva non pas comme un voisin, mais comme un roi inspectant son domaine. C'était un homme fait de cuir souple et d'argent poli, son sourire aussi éclatant et dangereux qu'une lame étincelante au soleil. Il descendit de son cheval, ses 2 hommes de main restant montés, leurs mains ne s'éloignant jamais de leurs pistolets. « Stone !» tonna Thorne, sa voix anormalement forte dans la vallée tranquille. « Toujours accroché à ce rocher, je vois. » Jedediah se contenta d'un hochement de tête, son corps un mur de granit solide et immobile. Les yeux de Thorne glissèrent au-delà de lui et se posèrent sur Anna, tandis qu'elle portait un seau d'eau du puits. Son sourire s'élargit. « Eh bien, vous avez enfin de l'aide, et une aide robuste qui plus est. » Il la toisa de haut en bas, une évaluation lente et possessive qui la déshabilla. Je comprends l'attrait, pas de fleurs délicates pour se flétrir au soleil. Le sous-entendu était un coup physique. Voilà à quoi un homme comme vous en est réduit. La mâchoire de Jedediah était un cordon de muscles durcis, mais il ne dit rien. Thorne fit un pas de plus vers Anna. « Dites-moi, jeune femme, » dit-il, sa voix tombant à un murmure conspirateur. « Vous traite-t-il bien? Un homme devient seul ici. Ah, des besoins inhabituels. » À cet instant, tout changea. Avant que le dernier mot ne quitte la bouche de Thorne, Jedediah bougea. Ce n'était pas une charge ou un élan, mais un seul pas silencieux qui plaça son corps carrément entre Thorne et Anna. L'air crépita d'une énergie soudaine et létale. Jedediah n'éleva pas la voix. Il ne dégaina pas son arme. Il regarda simplement Thorne, et le vide froid et plat dans ses yeux était plus terrifiant que n'importe quelle arme. « Vous n'êtes pas le bienvenu sur ma terre, » dit-il, les mots aussi calmes et définitifs qu'une tombe qui se referme. Le sourire de Thorne ne vacilla pas, mais ses yeux devinrent froids. Il soutint le regard de Jedediah une fraction de seconde, puis gloussa, un son comme des pierres qui grincent. « Comme vous voulez, » dit-il en se retournant pour remonter sur son cheval. « Un homme doit protéger sa propriété, après tout. » Il s'éloigna, laissant la certitude glaçante que ce n'était pas une fin, mais une déclaration de guerre. La riposte, quand elle vint, fut silencieuse et insidieuse. Elle commença par une vache morte, son corps gonflé et immobile au bord du puits.
puis une autre. Il n'y avait pas de blessure par balle, aucun signe de prédateur. Juste un étrange film laiteux à la surface de l'eau et l'odeur douceâtre de la putréfaction. Le puits était empoisonné. La seule chose dont il ne pouvait se passer, le cœur même du ranch, avait été transformé en poison. L'attaque était paralysante, un coup visant non pas le corps de Jedediah, mais le fragile espoir de survie qu'ils avaient commencé à construire. Le désespoir, épais et suffocant comme la boue au fond d'un ruisseau mourant, commença à s'installer sur la ferme. Comme si elle était convoquée par leur misère, le ciel prit une couleur grise et laide, meurtrie. Le vent, autrefois un compagnon constant et indifférent, commença à hurler avec une intelligence nouvelle et vicieuse. Un blizzard imprévu s'abattit sur la vallée, un vortex blanc tourbillonnant qui engloutit le monde. Ils se barricadèrent dans la cabane, le vent hurlant à travers les murs de rondins comme une banshee. Pour Jedediah, le son était un fantôme. Il était assis près du feu mourant, fixant les flammes, mais Anna pouvait voir qu'il était à 1000 miles et 10 ans de là, piégé dans une autre tempête. La forteresse qu'il avait construite contre le monde était une prison, mais la forteresse dans son esprit venait d'être violée. Au matin, la fièvre s'était installée. Il était consumé par un feu frissonnant, son corps secoué de tremblements, ses cauchemars se déversant dans l'air gelé de la cabane en chuchotis rauques et brisés. Sa force, sa compétence, tout cela avait disparu, brûlé par le poison du puits et le poison de son passé. Il avait échoué. Tous ces murs, toutes ces règles n'avaient servi à rien. La forteresse était tombée. Tandis que Jedediah s'effondrait dans les profondeurs de sa fièvre, Anna regarda par la petite fenêtre givrée l'étendue blanche et agitée. Le monde avait été effacé, il n'y avait pas d'échappatoire. Personne ne viendrait les aider. Elle regarda l'homme brisé frissonnant dans son lit de camp, un homme qui l'avait acheté comme du bétail, et face au désespoir absolu, elle sentit un étrange calme froid l'envahir. Elle barra la porte contre la tempête, attisa le feu jusqu'à ce qu'il rugisse à nouveau, et commença, avec une lente et délibérée intention, à arracher de propres bandes de tissu de son propre jupon. Le combat n'était pas terminé, il venait juste de commencer. Le blizzard était une chose vivante, un prédateur hurlant et sans esprit, griffant les murs de la cabane. À l'intérieur, une autre tempête faisait rage. Jedediah brûlait d'une fièvre qui était en partie poison, en partie souvenir. Pendant 2 jours, Anna fut la seule gardienne de sa vie, une sentinelle se déplaçant dans la lumière vacillante du feu. C'était elle qui forçait l'eau entre ses lèvres gercées, qui plaquait la neige contre sa peau brûlante, qui écoutait les fantômes qui sortirent de lui en chuchotis rauques et fiévreux. Il parlait d'une femme nommée Éléanore, d'un amour qui était une chose fragile et belle, comme une fleur dans un pot de pierre. Il parlait d'un autre blizzard, d'un voyage qu'il n'aurait jamais dû faire. « Si délicate », marmonnait-il, ses mains serrant la couverture rugueuse. Ne pouvait pas la garder au chaud, trop froid. Et puis, les mots qui brisèrent la forteresse de son âme, « ma faute ». Anna écoutait, ses mains ne cessant jamais leur travail, et la dernière pièce du puzzle de Jedediah Stone se mit en place. Ce n'était pas de la pitié qu'elle ressentait, mais un moment de clarté profond et bouleversant. Il ne l'avait pas choisie parce qu'elle était assez forte pour travailler. Il l'avait choisie parce qu'il pensait qu'elle était assez forte pour survivre. Son choix froid et brutal n'avait pas été un acte de cruauté. C'était un acte de pénitence, une tentative désespérée et inconsciente de réécrire la fin du plus grand échec de sa vie. Lorsque la fièvre tomba le 3e jour, Jedediah se réveilla à l'odeur du bouillon et à la vue d'Anna assise près du feu, sa silhouette calme et stable contre la rage mourante de la tempête à l'extérieur. Il était faible, son corps vidé, mais son esprit était clair pour la première fois depuis une décennie. Il la vit, non pas comme la femme qu'il avait achetée, mais comme la femme qui venait de le ramener d'entre les morts. Le silence qui s'installa entre eux était différent maintenant, dépouillé de son poids et de ses murs. « Il savait », dit Jedediah, sa voix un râle sec. « Thorn. Empoisonner le puits n'était pas une question de tuer le bétail, il s'agissait de tuer le ranch avant les neiges. Il voulait s'assurer que nous ne pourrions pas passer l'hiver. » Anna le regarda, ses yeux vifs, et vit le stratège renaître. « L'hiver n'est pas encore fini, » dit-elle. Ce n'était pas une question, c'était un serment. La dette était oubliée. Un nouveau plan fut forgé dans le calme de la cabane enneigée. Non seulement survivre, mais gagner. L'hiver fut long et rude, une guerre silencieuse menée contre la faim et le froid. Mais ce ne fut pas un hiver de désespoir. Ce fut un creuset qui brûla les derniers vestiges de leurs anciens rôles. Ils travaillèrent comme une seule unité,
leur rythme si parfaitement synchronisé qu'ils avaient à peine besoin de parler. Il lui apprit à lire les pièges et la neige. Elle lui apprit à lire les herbes et la guérison. Au moment où les premières pousses vertes et timides du printemps perçaient la terre dégelée, ils n'étaient pas plus un maître et son débiteur. Ils étaient des partenaires, une équipe, et ils étaient prêts pour leur propre offensive printanière. Cela commença non par un fracas, mais par un murmure d'eau en mouvement. Utilisant leurs connaissances combinées, ils passèrent une semaine à construire une série de petites déviations intelligentes dans le ruisseau supérieur qui alimentait la vallée, redirigeant un flux constant et vital d'eau de fonte loin des vastes pâturages assoiffés de Thorn et vers leur propre terre en convalescence. Ce fut un acte de guerre lent et invisible. Ensuite, ils ciblèrent sa main-d'œuvre. Ils n'avaient pas besoin de combattre les hommes de main de Thorn, ils avaient juste besoin de leur donner une raison de partir. Une rumeur soigneusement placée, lancée par Jedediah dans une ville à 50 miles de là, d'une nouvelle et riche découverte d'argent dans les territoires du Nord, fut tout ce qu'il fallut. En un mois, les hommes les moins loyaux de Thorn l'avaient déserté, attirés par la promesse d'argent plus facile. Le coup final fut une pure stratégie dévastatrice. Jedediah se rendit à la capitale territoriale, non pas avec un fusil, mais avec une sacoche en cuir contenant les cartes originales et scellées à la cire de ses terres, transmises par son père. Il les présenta au marshal des États-Unis, les déposant à côté des revendications forgées et antidatées de Thorn. Ce fut un échec et mat silencieux et intellectuel. La confrontation finale n'eut pas lieu dans une rue poussiéreuse à midi, mais dans le propre bureau opulent de Thorn. Il regarda, son visage un masque de stupéfaction incrédule, tandis que le marshal expliquait calmement comment son empire, bâti sur un fondement de mensonges, venait d'être légalement et irrévocablement démantelé. Thorn était ruiné, non pas par une balle, mais par un meilleur plan. Lorsque Jedediah revint, il trouva Anna près du puits nouvellement nettoyé, l'eau coulant maintenant claire et profonde. La terre guérissait. Il guérissait. Il tendit un morceau de papier, un acte notarié, net et officiel. « C'est à vous, dit-il, sa voix chargée d'une émotion qu'elle ne lui avait jamais entendue. Un quart de section, près du ruisseau. Votre liberté, c'est payé. » Anna regarda l'acte, la preuve écrite de la liberté pour laquelle elle avait tant lutté. Puis, elle le regarda, l'homme qu'il avait vu quand personne d'autre ne l'avait fait. Elle lui repoussa doucement le papier. « Je pensais que mon esprit était une arme que j'utilisais pour survivre, dit-elle, sa voix calme mais forte. Mais je pense que c'est la lumière que j'utilise pour construire une maison. » Il comprit. Il comprit tout. Il lui prit la main, et le simple contact fut plus profond qu'un baiser. Ils restèrent un instant, ne se regardant pas l'un l'autre, mais regardant la vallée, leur vallée, vibrante et verte avec la promesse d'un avenir. Plus tard, cet après-midi-là, ils marchèrent jusqu'au bord du pâturage ouest, portant une lourde masse et un piquet de clôture aiguisé. Ils travaillèrent ensemble, leur mouvement un rythme familier et exercé, pour enfoncer le piquet profondément dans la terre riche et sombre. Ce fut le premier piquet d'une nouvelle clôture, la première ligne d'une nouvelle carte, le fondement d'un héritage construit non sur une dette, mais sur un partenariat de deux survivants indomptables.